présentation dont j'espère qu'elle sera illustrée compte tenu du sujet. On a un petit problème de lecteur, je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose. Le PowerPoint ne s'ouvre pas. Bon, sinon, on peut toujours... Alors, c'est assez classique. Bon, c'est pas idéal, mais j'ai l'impression qu'on voit quand même que ça reste à peu près confortable. Dans le pire des cas, on décrira les images. Pardon ? Il y a un zoom, super. Péric Malher Expert, est-ce que tu as envie de regarder pendant que j'introduis donc cette discussion autour des futurs du pouvoir et du pouvoir sur le futur aussi. Voilà, il est là le zoom, ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est... Oui, j'ai l'impression que ça va. Très bien. Bon, parfait. Très bien. Donc moi, je suis Martine Drodz et je suis donc géographe, chercheuse au CNRS à la Maison française d'Oxford. Alors moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur les villes, sur les métropoles notamment, mais à la faveur donc du thème du FIG cette année, on fait un petit détour et une petite exploration dans d'autres mondes que les nôtres et dans différents imaginaires du pouvoir pour réfléchir un peu à la façon dont la science-fiction est un lieu, un espace pour imaginer d'autres formes d'organisation politique, d'autres formes de pouvoir et pour réfléchir aussi à ces organisations, à ce qui existe et à ce qui serait aussi possible. Alors, pour cette exploration, alors bon, voilà. Nous sommes donc 3, et ce n'est pas de trop, apparemment, pour faire marcher notre PDF. Donc, avec Michel Bussy, géographe et romancier, avec qui j'ai eu la chance de co-diriger avec Fabrice Argounès un ouvrage qui s'appelle Nos lieux communs, qui était un ouvrage de géographie, mais qu'on voulait un peu littéraire. Et là, avec cette table ronde aujourd'hui, c'est un peu le prolongement aussi de ces réflexions. Alors, c'est moins une réflexion sur la façon dont la géographie peut s'écrire de façon littéraire pour accompagner des formes d'imagination du monde contemporain, mais de réfléchir à comment on peut faire de la science-fiction un lieu de réflexion géographique et puis aussi faire de la géographie avec la science-fiction. Alors de la géographie, mais pas seulement en fait. En tout cas, réfléchir sur l'espace et les territoires, ça n'est pas limité à la géographie. Et donc on discutera de ça aussi donc, avec Péric Pitrou, qui est anthropologue au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, spécialiste de l'anthropologie de la vie, et qui a conduit depuis maintenant quelques années une réflexion sur Avatar et la façon dont cette série de films réalisés par James Cameron peut nous aider à réfléchir aux différentes formes d'habitabilité de notre monde contemporain et aussi au pouvoir qui s'exerce sur la vie. Alors on va discuter de cela plus avant. Est-ce que ça... C'est pas idéal. Je peux te laisser faire. Ouais. Merci. Voilà. Donc on est parti de l'idée que la science-fiction, c'est un lieu un peu d'imaginaire comme ça, vraiment radicalement différent, mais qui en même temps nous permet de réfléchir à notre monde contemporain. Et il y a dans la science-fiction une grande diversité de formes, donc des dystopies classiques, l'image de Métropolis, qui est l'image de la ville déshumanisante et aliénante, qui est donc un peu cette image classique qu'on retrouve dans sa version contemporaine avec un ouvrage et un film publié récemment, Chien 51, qui imagine comme ça un futur très dystopique dominé par des grandes corporations où des territoires entiers sont complètement privatisés. Mais il y a aussi à l'intérieur de la science-fiction, pas seulement en fait ces réflexions très dystopiques sur des territoires qui suivraient un chemin très négatif, mais aussi des formes un peu plus ambivalentes de politique ou alors des utopies radicales, pour reprendre le terme de Alice Karabédian, qui a consacré un essai à la notion d'utopie dans la science-fiction contemporaine et qui réfléchit à la façon dont les utopies peuvent être aussi des lieux beaucoup moins dystopiques, mais qui peuvent permettre d'imaginer au contraire des façons de vivre ensemble,
des façons de distribuer les ressources ou d'organiser les territoires qui ne sont pas seulement dystopiques et qu'on trouve notamment dans ce courant qu'on appelle le courant solarpunk, qui est un courant de la littérature de science-fiction qui s'est surtout développé dans les années 70 et qui donne à lire des utopies écologistes comme l'ouvrage Ecotopia ou les ouvrages de Ursula Le Guin, notamment Les Dépossédés. Les deux ont été publiés dans les années 70 et essayent de décrire vraiment très en détail comment une société organisée, utopique et notamment organisée autour du partage des ressources, y compris dans des contextes où ces ressources sont plus rares ou menacées, contaminées, détruites, comment est-ce qu'on peut organiser des partages plus collectifs. Donc c'était cette ambivalence qui nous intéressait dans la science-fiction, parce qu'elle est porteuse à la fois en fait d'une parole qui invite en fait à être un peu précautionneux et à essayer de comprendre un peu les tendances un peu négatives qui peuvent exister dans le monde contemporain, mais aussi à imaginer des futurs possibles qui sont des futurs réparés ou plus optimistes. Et on s'inspire pour ça. Moi, j'avais envie de placer aussi cette table ronde un peu sous la houlette du travail que je trouve très intéressant de Sandra Laugier, qui est philosophe et qui réfléchit beaucoup à la façon dont la culture populaire, en particulier le cinéma, les séries, mais on peut évidemment intégrer aussi la littérature, les romans et la science-fiction, comment ces formes culturelles aident à la fois réfléchir à notre monde, mais aussi imaginer d'autres mondes possibles. Et en cela, leur rôle est très important pour la culture démocratique. Et au moment des JO l'année dernière, de la cérémonie d'ouverture, elle avait écrit un commentaire dans Le Monde où elle disait « La culture et la fiction sont des moteurs d'intervention sociale et donc fabriquent de la démocratie réelle si on entend par démocratie non des institutions à bout de souffle, mais bien une exigence de participation de toutes et tous à la vie publique. » Et la fiction, la science-fiction sont des lieux de participation à cette vie publique. Voilà. Donc, je vais vous donner donc la parole à Michel et à Périg pour raconter un petit peu comment vous en êtes venus tous les deux, alors soit à écrire de la science-fiction, soit à travailler sur la science-fiction. Merci beaucoup Martine, merci d'être si nombreux un vendredi après-midi. Ça fait toujours très plaisir de revenir à Saint-Dié. Alors moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à la science-fiction. J'en lis depuis que je suis tout petit. Et j'ai écrit notamment un roman de science-fiction qui s'appelle Nouvelle Babel, qui a beaucoup décontenancé mes lecteurs, puisque c'est un roman où les personnages peuvent se téléporter, où la téléportation a été inventée. Je n'explique pas beaucoup comment, hein, on est sur de la physique quantique. Et donc les personnages ont une sorte de montre qui leur permet de se déplacer pratiquement à la vitesse de la pensée, un peu partout dans la planète. On reviendra peut-être après sur les enjeux politiques qu'impliquerait un monde dans lequel on peut se téléporter. Mais voilà, en tout cas, c'était l'idée que j'ai commencé moi, à écrire par des romans plus réalistes, hein, dans l'univers soit historique, soit du roman policier. Et puis, j'avais vraiment envie un jour de proposer, entre guillemets, mon roman de science-fiction. Et puis, Néo, qui est une dystopie, dont on dit pour jeunes adultes, hein, qui se lit à partir de 10 ans jusqu'à n'importe quel âge. Et Néo, c'est une pure dystopie, hein, puisque c'est un monde où les adultes ont disparu et où seuls les enfants ont survécu. Et donc, les enfants doivent reconstruire un monde nouveau. Et donc, tome après tome, puisqu'il y a 4 tomes à Néo, eh bien, les enfants vont grandir, vont explorer, puisque Néo se déroule au départ à Paris, et vont explorer les alentours, rencontrer d'autres tribus, d'autres enfants, et vont petit à petit reconstruire comme ça des étapes du monde. Alors juste pour terminer sur moi mes références en science-fiction, peut-être. Alors c'est vrai que en science-fiction, la géographie n'est pas toujours, me semble-t-il, très très bien représentée. Il y a quand même beaucoup de classiques de la science-fiction où finalement on ne nous décrit pas beaucoup le monde, hein. Il va être découpé en 2 ou en 3, et puis une fois qu'on a dit ça, généralement les auteurs s'intéressent à autre chose que réellement la géographie. Enfin là, je parle plutôt des classiques de la science-fiction. Et finalement, moi par exemple,
je vais citer deux références que j'aime beaucoup. Il y a La Nuit des Temps de Barjavel, qui est un des romans qui m'a sans doute donné envie d'écrire, qui est un des premiers romans de science-fiction français. Et Barjavel, La Nuit des Temps, ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, donc en pleine guerre froide. Et donc c'était évidemment une métaphore de la guerre froide, d'une société ancienne. Alors, et ce que je trouve intéressant dans La Nuit des Temps, c'est que c'est à la fois un pur roman de science-fiction, mais si La Nuit des Temps est devenu aujourd'hui un classique souvent cité comme un livre de chevet par beaucoup de monde, c'est que c'est avant tout une grande histoire d'amour. C'est un Roméo et Juliette très romancé, et que finalement, c'est souvent par la fiction, par la force de la fiction, qu'on va arriver finalement à dire des choses sur ce monde futuriste. Et donc, on pourrait classer quelque part Barjavel dans, je ne sais pas si on classe dans les utopies ou pas, mais en tout cas, c'est un mur utopique qui va mal tourner. Et puis une autre référence que j'aime beaucoup, moi, qui fait un peu aujourd'hui livre scolaire, c'est les Chroniques martiennes de Bradbury. Je trouve ce livre extraordinaire parce qu'il ressemble à aucun autre, parce qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personnages, c'est juste une série de chroniques, une série de personnages qui vont généralement apparaître dans de très courts chapitres, et ça raconte évidemment la colonisation de Mars. Ça prend aujourd'hui une dimension presque réelle, mais évidemment quand Bradbury l'écrit, on est aux antipodes de ça, et là encore, je ne sais pas si on peut les classer comme dans des dystopies ou des utopies, parce que d'un chapitre à l'autre, les humains, les colons, vont à la fois détruire toute la vie ou une grande partie des habitants qui se trouvent sur Mars, et d'un autre côté, être comme des colons qui découvrent un nouveau monde et réorganiser une nouvelle société. Donc c'est très difficile de classer cet ouvrage, et moi ça m'a toujours bluffé. Et là pour le coup, je trouve que même si il ne nous décrit pas spécialement la vie d'un point de vue géographique, il n'y a pas de carte de cette planète Mars, etc. Mais je trouve que c'est un roman très géographique et très politique, parce que justement, ça montre notamment dans quelles conditions des gens vont devoir quitter la Terre pour aller coloniser Mars, et toute une galerie comme ça de personnages très différents autour de cette colonisation. Donc voilà, c'est deux références. Il y en aurait plein d'autres évidemment, mais j'ai choisi celle-ci. Oui, alors donc moi je suis anthropologue, alors je n'ai pas écrit de science-fiction. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas non plus, et même pas du tout un spécialiste de science-fiction. Et mon domaine, c'est plutôt l'anthropologie de la vie. Alors, je ne vais pas pouvoir le résumer là d'une façon très rapide, mais pour illustrer rapidement, je dirais que dans toutes les sociétés humaines, les humains font l'expérience d'un certain nombre de processus qu'ils observent dans leur corps. Là, vous m'entendez mieux comme ça. Donc, dans toutes les sociétés humaines, les humains font l'expérience de processus qu'ils observent dans leur corps ou dans le corps des animaux ou des végétaux. Des processus comme la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a un effort pour comprendre comment se déroulent ces processus, et aussi pour développer des technologies pour intervenir sur ces processus, que ce soit dans la domestication, dans la médecine, dans l'élevage. Et donc, le projet d'anthropologie de la vie que j'ai présenté dans Ce que les humains font avec la vie vise à comparer à l'échelle de la planète les différentes techniques du vivant, les différentes théories du vivant que les humains développent justement en essayant de comprendre ces processus vitaux. Donc jusqu'à ce point-là, rien de science-fiction, puisqu'il s'agit au contraire d'avoir des données empiriques recueillies lors d'enquêtes ethnographiques sur le terrain, et de comprendre les diversités de pratiques sociales qui sont aussi associées à différentes façons d'envisager la vie, à la fois comme un processus naturel, mais aussi la vie envisagée comme un processus individuel, une vie vécue par les uns et les autres. Et le lien avec la science-fiction est apparu lorsque, il y a quelques années, j'ai été sollicité par des collègues qui travaillent dans le domaine de l'exobiologie. Alors l'exobiologie, c'est la recherche concernant la vie sur d'autres planètes que la Terre. Peut-être que vous savez qu'on fête actuellement les 30 ans de la découverte des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui circulent autour de d'autres étoiles que le Soleil. Et jusqu'à présent, dans notre galaxie, on a rencontré à peu près 5000 exoplanètes, enfin détectées plutôt, et la possibilité qu'il en existe des milliards de milliards est tout à fait maintenant clairement établie.
Donc ça renouvelle la réflexion sur la vie extraterrestre, alors pas dans le sens des petits bonhommes verts, mais dans le sens de la possibilité de voir émerger sur d'autres planètes la vie qui pourrait prendre des formes très différentes. Et dans le cadre de ces collaborations avec des scientifiques, tout en collaborant en fait à une définition interdisciplinaire de ce que pourrait être la vie sur Terre et au-delà, il y a eu un volet de recherche qui était lié un petit peu à l'espace dans lequel on est aujourd'hui, qui visait à organiser un ciné-club une fois par mois à Paris pour essayer de réfléchir à la façon dont les vies extraterrestres pouvaient être mises en scène au cinéma. Et donc, il y avait cette idée qu'il ne fallait pas simplement s'intéresser aux conceptions scientifiques, mais aussi voir que, comme le disait Martine tout à l'heure très justement, dans la culture populaire, il y a une façon d'explorer en fait le champ des possibles. Et donc, en 3 saisons, nous avons présenté presque une trentaine de films, à chaque fois avec des discutants qui provenaient des sciences sociales, sciences humaines et sociales et des sciences de la nature. Et la problématique que je mettais en avant à la fois dans mes recherches, mais aussi dans nos discussions, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on a un film qui représente une vie extraterrestre, alors il y avait plusieurs cas, il y avait les extraterrestres qui arrivent sur Terre, les humains qui en rencontrent à l'extérieur, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours mise en scène où on a la représentation d'une vie biologique qui est distincte des formes vivantes qu'on connaît sur Terre, mais que c'est toujours aussi articulé à une certaine mise en scène de règles sociales, d'un type de civilisation, d'un type de société, soit qui arrive sur Terre, soit qu'on rencontre sur une autre planète. Et cette dimension comparative qui existe entre, en gros, la vie humaine sur Terre, qui est à la fois une vie biologique et aussi une vie sociale, et les vies extraterrestres, qui sont en fait des formes biologiques, mais aussi d'organisation sociale, et ben, cet exercice de comparaison qui est en général au cœur de beaucoup de films, si ce n'est la totalité des films avec des extraterrestres, a ouvert la voie à une approche anthropologique dans la mesure où l'anthropologie est précisément cette comparaison entre les formes de vie entre différentes sociétés. Et c'est dans ce mouvement-là que Avatar, au moment de la sortie de Avatar 2, j'ai été sollicité par plusieurs médias parce qu'il y avait, face en fait, au succès d'Avatar, des questions en fait, qui étaient posées à beaucoup de chercheurs pour qu'ils expliquent pourquoi Avatar était intéressant, pourquoi est-ce que les gens aimaient ça, etc. Et en fait, le fait que des anthropologues soient sollicités concernant Avatar, mon interprétation, c'est que Avatar est un film profondément anthropologique qui joue sur justement des effets de comparaison et qui met en scène une vie extraterrestre sur Pandora qui est à la fois différente biologiquement, mais qui repose aussi sur un ordre social très distinct. Donc j'en dirai plus dans un instant. Oui. Donc avant d'explorer un peu plus précisément les formes du pouvoir qui sont mises en scène dans ces récits de science-fiction, une troisième forme qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est aussi récente, sont les récits d'anticipation et cette littérature qui est entre le documentaire et la fiction, qui a été réalisée lors d'une collaboration entre universitaires et le ministère des Armées, à laquelle moi j'ai participé dans le cadre de l'anticipation des conflits urbains, et qui a donné lieu à des publications tout à fait intéressantes, une série de publications de la Red Team, donc cette équipe composée à la fois de militaires et de chercheurs et d'universitaires, pour réfléchir à la géopolitique de demain. Et ce que je trouvais intéressant dans ces expérimentations, c'est qu'en fait, ça s'inspire de la science-fiction, pas seulement pour anticiper ce que pourrait être le futur, mais aussi pour dire quelles sont les prises pour que le futur soit différent. C'est un futur quand même assez conflictuel qui est représenté. C'est ce que anticipent en tout cas ces écrits.
et les services de prospective, enfin de l'armée. Mais à chaque fois, les scénarisations sont accompagnées aussi de scénarisation alternative. Et en ça, pour moi, ça reflète vraiment ce qu'est le genre de la science-fiction, c'est-à-dire la possibilité, à partir d'une description des tendances actuelles, de, non pas un futur, mais deux futurs possibles qui sont pluriels. Et en cela, ces imaginations sont vraiment des lieux de pouvoir, puisque le pouvoir de changer les choses, c'est aussi d'abord celui d'imaginer qu'elles puissent être différentes. Alors si on revient, ou plutôt si on prolonge ces réflexions avec les formes d'organisation et les anticipations que toi tu as produites, Michel, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces deux mondes et de leurs organisations politiques qui sont très différentes? Moi, pour le coup, alors Néo, c'est mon fils qui l'a lu, mais qui l'a décrit très en détail. Donc j'ai bien compris en fait comment c'était organisé. Et alors Nouvelle Babel, moi j'avais lu dès que c'était sorti et j'avais trouvé l'exercice de pensée absolument passionnant, et surtout pour ses implications politiques. Oui, je vais peut-être commencer par parler de Nouvelle Babel, puis on verra Néo ensuite, que je pense que Nouvelle Babel est un peu plus géographique sur le plan du fond. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Nouvelle Babel, c'est un monde futur où on pourrait se téléporter de façon tout à fait simple. Et ce qui m'a intéressé, c'est de penser vraiment en géographe, quelles seraient les conséquences dans un monde où il n'y aurait plus de distance, puisque la téléportation, c'est l'abolition de la distance. Donc, c'était parti pris théorique. Hein. S'il n'y a plus de distance, qu'est-ce qui reste ? Alors déjà, c'est ça qui m'a passionné pour l'écrire d'un premier temps, c'est de me dire, s'il n'y a plus de distance, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de villes, puisque l'existence des villes, c'est la distance nulle. Pourquoi il y a des villes ? C'est parce qu'on essaye de réduire la distance entre les gens, que les gens habitent près de leur travail, etc., que les lieux de pouvoir soient à peu près, parce que si possible, tout soit au même endroit. Bon, donc plus besoin de villes. Donc ça veut dire qu'on a un monde futur qui est un monde qui peut être hyper technologique, mais dans lequel il n'y a plus de villes. Et généralement, les représentations du futur qu'on a, c'est soit des univers hyper technologiques avec des voitures qui volent, des gratte-ciels qui montent, etc., ou au contraire, un monde post-apocalyptique où il n'y a plus rien et on est revenu avec des haches et des chevaux. Donc, et là, ça m'intéressait parce que ça permettait de voir un monde futur qui est hyper technologique, mais rural, en tout cas, où on n'a plus besoin de villes, on n'a plus besoin. Donc ça, déjà, c'était un premier point. Je me disais, tiens, déjà, c'est intéressant parce qu'on va aller sur à ma connaissance, un monde futur qui n'a pas été imaginé. Bien sûr, je ne suis pas le premier à parler de téléportation, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de monde futur pensé dans ses implications politiques si la téléportation existait. Donc ça, c'était un premier point. Donc plus de villes. Une autre conséquence, c'est qu'évidemment, on n'a plus besoin globalement par exemple des langues, puisque si on peut se déplacer à peu près partout, sans frontières, eh bien, naturellement, tout le monde va se mettre à parler la même langue. Alors, par exemple, dans Nouvelle-Babel, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'espagnol qui triomphe de l'anglais, puisque les gens ont plutôt un tropisme pour aller au soleil, pour aller dans des endroits plus agréables. Et donc, finalement, naturellement, c'est l'espagnol qui s'impose comme la langue universelle. Bon, voilà, donc on a toute une série d'enjeux. Et puis, évidemment, un gouvernement mondial, puisque très vite, on se rend compte, enfin très vite en tout cas, on va se rendre compte que les grands problèmes mondiaux, que ce soit des pandémies, que ce soit des problèmes de ce type d'inégalité, finalement se règle à une échelle mondiale. Et donc, naturellement, on assiste à un gouvernement mondial. Dans ma dystopie, ça s'appelle l'Ecclésia. C'est même une démocratie directe où les gens votent en direct. Donc, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une question, eh bien, les gens peuvent voter directement sur leur smartphone. Et donc, on a comme ça une tendance de l'opinion permanente, même s'il y a quand même une assemblée qui par exemple, obligée de se réunir quand il y a plus de 70% des citoyens qui vont être pour telle et telle raison. Donc voilà, donc en tout cas, il y a toute une évolution politique. Et moi, ce qui m'intéressait au final quand même sur Nouvelle Babel, et c'est pour ça que je pense que la fiction présente un intérêt de quelque chose que, par exemple, les hommes politiques ne peuvent pas aborder. Moi, l'idée dans Nouvelle Babel, c'est de se dire que ça va se produire dans une cinquantaine d'années. Et de dire que la période qu'on vit aujourd'hui, qui est quand même une période de montée, on va dire, des populismes ou des souverainismes, en tout cas une période où on va dire les citoyennetés se recroquevillent autour des nationalités, que finalement, ce qu'on vit là, c'est peut-être les derniers sursauts
des États-nations. Ce qu'aucun, évidemment, homme politique ne dira aujourd'hui, enfoncé qu'il est dans des démocraties nationales. Mais on peut aussi, c'est une des utopies ou une des dystopies, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut aussi se dire que, vu l'évolution des télécommunications, vu l'évolution des technologies, vu l'évolution de ce qui pourrait apparaître comme une forme de téléportation, c'est-à-dire la capacité à être à peu près partout, les frontières, les États-nations ne tiendront pas longtemps devant les enjeux économiques, et que voilà, on est dans les derniers sursauts de nationalisme, et que le monde d'après sera un monde mondialisé où effectivement c'est ce que je mets dans ce livre, finalement, les États-nations ne seront plus que des marques, ne seront plus que des souvenirs, un peu comme les blasons d'Ancien Régime, ou les seigneuries, etc. Donc on pourra regarder ça avec une forme de nostalgie. Voilà, pourra y encore avoir des équipes de foot qui représentent d'anciennes États-nations, mais tout ça ne sera plus qu'utilisé par l'économie, etc. Mais que globalement, la décision politique se fera ailleurs. Ce qui me fait aussi penser à ça, c'est quand même cette idée que généralement les espaces politiques résistent toujours aux évolutions économiques, notamment aux évolutions de migration ou de déplacement, mais elles finissent toujours par tomber. Longtemps, les paroisses, elles ont résisté au fait qu'on n'était plus seulement capable de se déplacer à pied ou en charrette à 10 km à la ronde. Puis à un moment donné, on n'a plus eu besoin des paroisses et on est passé au département, puis à autre chose. Donc on peut très bien imaginer que finalement les États-nations, étant inadaptés géographiquement par leur taille à toute une série d'enjeux économiques, eh bien, ils finiront par tomber au profit d'une gouvernance mondiale. Alors, c'est évidemment c'est pas ce qui va se produire forcément, mais je trouvais que c'était intéressant de poser ce débat. C'était d'autant plus intéressant que moi, sur mon plan géographique, j'ai fait mon HDR, donc mon habilitation à diriger des recherches, au début des années 2000, sur la démocratie, notamment la comparaison mondiale de la démocratie. Et on était à ce moment-là dans l'idée qu'était en train de naître des citoyennetés mondiales. Qu'un terme comme par exemple l'altermondialisme était un terme qui était très utilisé et qui a complètement disparu depuis. Et donc, on avait un petit peu cette idée que finalement, dans le monde d'après la chute de Berlin, dans ce monde multipolaire, eh bien, de la démocratie triomphante, puisque le bloc soviétique était tombé, donc de la démocratie libérale triomphante, sans aucun modèle à opposer à la démocratie libérale, eh bien, naîtraient des formes de citoyenneté mondiale, naîtraient d'autres formes de citoyenneté, ou peut-être même des citoyennetés urbaines. C'était une grande théorie. C'est désormais les pouvoirs urbains, les pouvoirs des grandes métropoles allaient supplanter les pouvoirs des États-nations. C'était vraiment dans les années 2000, on se disait, et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire, ce qui s'est produit, c'est évidemment des souverainismes et des montées de partis privilégiant l'échelle nationale. Et finalement, de ma lecture de la démocratie, c'est quelque part la démocratie la géographie qui serait démocraticide, c'est-à-dire c'est le fait même que l'État-nation étant l'unique référence de la démocratie, tous les hommes politiques sont obligés de se référer à ce cadre, et donc nécessairement ça le renforce. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc ça, c'est presque contre-productif. On peut se dire la démocratie va accoucher d'un monde de paix. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle accouche plutôt d'un monde conflictuel par le fait même que l'État-nation est la référence. Donc voilà, donc ça veut dire que la science-fiction ou l'utopie peut permettre de dépasser ce stade et de se dire, oui, mais si on regarde ça, que peut-il se passer d'autrement, ou est-ce qu'on n'est pas sur une trajectoire beaucoup plus longue qu'une période de, on va dire, une trentaine d'années ou de quarantaine d'années après la chute du mur de Berlin, et donc un modèle mondialisé. Donc voilà, on pourra en parler plus longuement, mais c'était intéressant de voir qu'à travers une fiction qui est Nouvelle Babel, qui est un récit d'aventure, eh bien, ça essaye d'ébranler un certain nombre de convictions qui serait que les frontières, les États-nations sont un horizon indépassable, ce qui est quand même dans l'imaginaire commun aujourd'hui. C'est-à-dire quand on commence à raconter ce que je raconte, je pense que beaucoup de gens me prennent pour un doux rêveur ou un grand fou. Voilà. Et juste peut-être une dernière chose, c'est moi ce qui m'a donné envie d'écrire Nouvelle Babel, c'est évidemment des écrits géographiques. Je pense en particulier, j'avais assisté à l'HDR de Clarisse Didlon, qui est une chercheuse qui est spécialisée d'abord sur l'Europe, et puis qui va travailler justement sur les représentations de la mondialisation, notamment à travers les représentations des étudiants, un peu partout dans le monde. Et sa conclusion de son travail, c'est de se dire, la France s'est construite,
Enfin, la France est une construction politique patiente sur plusieurs siècles et finalement, aujourd'hui, on se sent français parce qu'il y a eu cette construction lente de la France. Une construction politique à travers une langue, à travers un droit, à travers voilà, une organisation administrative, etc. Que l'Europe se construit doucement aussi à travers nos organisations. Et donc, il n'est pas du tout impossible de penser que cette conscience mondiale se construit petit à petit. Peut-être prendra-t-elle plusieurs siècles, mais qu'en tous les cas, c'est aussi le sens de l'histoire. Et donc, c'est quand même en assistant et en étant jury de cette habilitation de recherche que je me suis dit, effectivement, c'est assez intéressant de penser une fiction qui peut être assez utopiste, même si au final, évidemment, ça va gérer beaucoup de problèmes. Vous doutez bien qu'en gouvernement mondial, avec un seul peuple, une seule langue, une seule tête, ça peut rappeler aussi des choses complexes. Mais en tous les cas, c'était l'idée que c'est une utopie qui part quand même d'une réflexion géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est fini. Tant qu'on n'a pas découvert des vies sur les exoplanètes, aujourd'hui, le monde, il est fini. Et donc, à partir de ce moment-là, quid de l'appropriation géographique de ce monde fini. Alors, on va peut-être faire un petit détour par Avatar pour poursuivre la réflexion, mais on reviendra ensuite à Néo. Et puisque Néo, c'est un monde où, au contraire, les distances ne sont pas du tout abolies, elles sont au contraire renforcées. Et tout l'enjeu en tout cas, un des enjeux, un des moteurs du récit, c'est de franchir cette distance pour ces générations, justement, qui sont les générations à suivre, ces jeunes adolescents qui vivent dans un monde sans adultes. Alors, d'abord, le pouvoir sur la vie. Alors, je vous ai expliqué justement comment on passe de Ce que les humains font avec la vie, donc paru l'an passé, à l'ouvrage dont vous avez vu la couverture qui vient d'être validée il y a 2 jours, qui s'appelle Comment habiter notre planète, une lecture d'Avatar, qui va sortir le 5 novembre. Donc malheureusement, je ne pourrais pas le signer aujourd'hui, mais à mon avis, c'est un viatique très utile pour aller voir l'épisode 3 d'Avatar qui paraîtra en décembre. Donc un achat utile. Avant de vous donner les pistes de lecture que je propose dans cet essai, qui sont justement les pistes de lecture de l'anthropologie de la vie, c'est-à-dire que je ne fais pas un texte de spécialiste de la science-fiction ou de spécialiste du cinéma. J'adopte le point de vue disciplinaire qui est le mien, qui est celui de l'anthropologie de la vie, pour esquisser des pistes d'interprétation. Alors avant de vous donner peut-être 2-3 pistes que j'explore dans cet essai, j'expliquerai pourquoi la question du pouvoir est au cœur de la question de l'anthropologie de la vie. Lorsque vous cultivez un végétal, lorsque vous élevez un animal, lorsque vous protégez un enfant et que vous le faites grandir, vous exercez un pouvoir, des pouvoirs sur le vivant. Et les humains, les sociétés humaines se sont développées en ayant l'inventivité de développer des connaissances et aussi des moyens d'action pour intervenir d'une façon extrêmement variée sur le vivant. Et donc, partout sur la planète, on peut documenter ce pouvoir que les humains détiennent et la capacité qu'ils ont à révéler des potentialités dans le vivant. Dans le même temps, cette expérience universelle est indétachable d'une autre expérience qui est que, quels que soient vos efforts, eh bien, vous ne pourrez jamais exercer un pouvoir complet sur le vivant. La plante pourra faner, l'animal mourir et l'enfant tomber en mauvaise santé. Tant et si bien que dans toutes les sociétés, on observe aussi cette conviction que le pouvoir de la vie n'est pas simplement le pouvoir des humains sur le vivant, le pouvoir de la vie, ce qui fait vivre les êtres, eh bien ce pouvoir n'est pas en leurs mains. Et donc ça a donné lieu à toute une série en fait, de dispositifs rituels et de représentations religieuses qu'on observe partout dans le monde, qui font que les humains en fait, imaginent que ce pouvoir existe, qu'il est détenu par des entités de la nature, par des dieux, par des esprits, voire par la nature, si on veut dépersonnaliser ce pouvoir. Et donc dans toutes les sociétés, les anthropologues peuvent documenter des façons de socialiser le pouvoir de la vie. Une façon de demander, par exemple, à un dieu d'intervenir pour protéger un enfant ou pour faire croître le maïs. Et donc ça, c'est une des dimensions du modèle comparatiste que je développe dans ce que les humains font avec la vie et qui est une première piste d'interprétation pour étudier Avatar, qui est, je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, qui relate comment des humains arrivent sur la planète Pandora. Bon, techniquement, c'est une exolune. Et donc, les humains arrivent sur cette planète et ils rencontrent une population
anthropoïdes, de Na'vi, qui vivent dans une relation très proche de la forêt. Et il y a donc tout un apprentissage qui est fait par un personnage humain qui, grâce aux technologies humaines, est connecté, son cerveau est connecté à un double, à un corps de Na'vi, donc la population qui vit sur cette planète. Et donc cet humain va avoir la possibilité de découvrir en fait un mode de vie des populations Na'vi. C'est un mode de vie en fait d'une population de chasseurs-collecteurs très proche de la nature, pratiquant la chasse. Et il va découvrir donc tout un ensemble de techniques du vivant pour intervenir sur les végétaux et les animaux. Mais surtout, comme on le voit ici sur ces images, il y a aussi dans cet environnement une entité qui s'appelle Ewa, qui est la mère nature et qui détient précisément le pouvoir de la vie. Et donc, il y a une sorte de politique cosmique qui s'établit sur cette planète. Les Na'vi ont la conscience de pouvoir agir sur le vivant, mais ils doivent aussi créer des alliances avec les pouvoirs de la vie qui sont détenus par Ewa. Alors ça, c'est la première piste que j'utilise en m'appuyant sur les travaux en particulier de l'ethnologie amérindienne, moi-même ayant effectué des enquêtes de terrain de longue durée pendant 2 ou 3 ans parmi des populations amérindiennes du Mexique. Et le deuxième corpus de textes que j'utilise pour analyser Avatar, c'est tout un ensemble de travaux qu'on appelle les sciences les études de sciences et de technologie, un corpus de textes dans lequel les anthropologues étudient comment les humains développent des sciences, des biotechnologies pour connaître la vie et essayer aussi d'exercer un pouvoir sur le vivant. Et donc Avatar est évidemment aussi le récit des pouvoirs de la biotechnologie des humains qui parviennent ce prodige qui est de faire croître un corps de Na'vi, mais avec une moitié d'ADN humain qui permet, deuxième prodige, à des humains de se connecter avec leur cerveau pour vivre à distance une existence sur une autre planète. Et donc là, il y a toute une analyse aussi de cette technologie en montrant justement qu'il y a 2 dimensions de la technologie très humaine qui intervient sur les vivants grâce aux techniques, en forçant en quelque sorte leur fonctionnement, et l'autre technique des Na'vi qui est plutôt de se connecter avec le pouvoir de Ewa, le pouvoir de la terre-mère, pour créer une forme d'alliance et d'action conjointe qui est beaucoup moins intrusif que dans les biotechnologies humaines. Troisième piste d'analyse qui s'appuie sur un corpus de textes qui provient de ce que j'appelle l'anthropologie de la biopolitique ou des formes de la vie ordinaire. C'est un type de travaux qu'on rencontre par exemple chez Didier Fassin ou une anthropologue qui s'appelle Vinadas, qui est attentive au fait que les sociétés humaines sont aussi des sociétés qui sont en guerre, des sociétés dans lesquelles la souffrance fait partie des expériences sociales. Et de fait, Avatar, même s'il y a des moments d'enchantement, d'harmonie, de connexion avec la nature, est aussi un film de guerre, ce qui pose question aussi sur le regard qu'on porte sur ce film, sur la fascination aussi de certains publics pour des techniques qui ne sont pas des techniques du vivant ou des techniques de vie, mais véritablement des techniques de mort. Et donc c'est une autre dimension qui est intéressante à mettre en avant dans ce film. Et le dernier point qui va nous amener aussi à une réflexion sur la question de l'écologie et la question de l'écologie planétaire. On dit souvent que James Cameron ou Avatar est une défense en fait de la forêt amazonienne, une critique de l'Occident qui détruit les écosystèmes naturels. Alors évidemment, cette lecture n'est pas complètement fausse, mais en vérité, quand on regarde dans le détail l'œuvre de Cameron et la façon dont il prend soin de montrer différents milieux dans son film, on se rend compte que Cameron est surtout fasciné par la possibilité de faire coexister des milieux naturels avec des milieux artificiels. Et là, il y a en fait une façon de faire contraster une façon d'habiter le monde qui est la façon des humains à travers ce qu'on appelle des systèmes support-vie, c'est-à-dire des environnements clos comme un vaisseau, comme éventuellement une combinaison spatiale qui manifeste à nouveau cette espèce d'illusion humaine de disposer d'un pouvoir, de créer des micro-mondes qui nous permettent de nous déplacer dans les fonds marins ou bien sur d'autres planètes.
Par contraste, les navis, à la fois dans l'habitat forestier, mais aussi dans l'habitat lacustre qu'on voit ici représenté, eh bien, ont développé une forme d'architecture beaucoup plus intégrée à des environnements naturels. Et donc, c'est intéressant d'analyser, comme je le fais dans un des chapitres, comment on passe en fait d'un environnement à l'autre, quels sont les milieux qui s'imposent, comme les milieux des humains, qui sont évidemment des milieux propices à la colonisation, et comment voilà, on habite une planète de façon très différente selon qu'on est humain ou selon qu'on est navi. Alors ça fait une excellente transition vers le milieu de Néo. Donc autant Nouvelle-Babel, c'était un exercice de pensée pour essayer de décrire précisément le fonctionnement d'une démocratie globale, autant Néo est au contraire très localisé, donc sur certains territoires qui s'ignorent pendant une bonne partie de l'intrigue et qui vont se rencontrer. Oui, oui, Néo, donc c'est une saga jeune adulte, on va dire, sur 4 tomes, 4 gros tomes, hein, puisqu'on est entre 500 et 800 pages par tome. Mais les ados adorent lire ça. Comment dire, alors c'est vrai que ça peut être une dystopie plus classique dans le sens, hein, on se retrouve dans un monde futur relativement proche du nôtre, hein, où les adultes ont disparu et où ce sont donc des enfants qui vont devoir reconstruire le monde. Alors, je dois expliquer un petit peu quand même le point de départ pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais même s'il y a beaucoup de jeunes adultes dans la salle, il n'y a même que ça. Le point de départ, c'est un nuage toxique. On apprendra au fil des tomes comment il est arrivé. Un nuage toxique qui, quand on le respire, on meurt soit immédiatement, soit dans les quelques années qui viennent. En tout cas, tous ceux qui l'ont respiré sont condamnés à plus ou moins long terme. Et donc, ne vont survivre que les êtres vivants qui étaient dans le ventre de leur mère, donc que ce soit des êtres humains, que ce soit même des animaux. Et donc, ne vont survivre que les mères qui survivront assez longtemps pour accoucher. Et donc, et ces enfants qui vont naître ne pourront être élevés que par par les adultes qui survivront assez longtemps, donc 5, 6, 7 ans pour les humains qui survivront assez longtemps. Et donc, à un moment donné, vers 5, 6 ans, les enfants vont se retrouver seuls au monde avec seulement quelques souvenirs des adultes qui les ont élevés. Et pour le reste, il faut qu'ils se débrouillent. Et donc, le point de départ, c'est 2 clans qui se situent tous à Paris. Donc là, c'est effectivement pour, comment dire, attirer aussi les jeunes. Donc, un clan qui se trouve au château, enfin ce que j'appelle le château, qui est en fait le musée du Louvre, qui a été reconverti. Et on a là une centaine d'enfants qui ont été sélectionnés. Alors là encore, on apprend au fil des tomes pourquoi eux ont été sélectionnés. Mais enfin, ces enfants ont été placés au château et tout a été prévu pour qu'ils puissent être éduqués avec des règles très strictes. Donc, ils doivent suivre des cours. Ils ont des vidéos des adultes survivants qui leur expliquent évidemment le passé. Donc, ils sont extrêmement calés sur l'histoire du monde, sur les mathématiques. Enfin voilà, donc ils sont en capacité, même s'ils n'ont que 12 ans au début de la saga, à reconstruire le monde futur en suivant les préceptes qui ont été faits par ces adultes de façon très rigoureuse. Et, bon, voilà, donc, ils ne doivent pas quitter le château, ou très peu. Ils cultivent, ils ne mangent pas de viande, ils n'ont pas le droit de porter des armes. Enfin, il y a toute une série comme ça de règles pour ce monde futur. Et puis, en dehors de ce château, donc un peu transformé en bunker, vous avez d'autres enfants qui, eux, vivent dans le monde de l'extérieur. Alors, ils habitent la Tour Eiffel transformée en tipi. Et là aussi, il y a une centaine d'enfants à peu près qui, eux, vivent davantage en symbiose avec la nature, puisqu'ils chassent, ils cueillent, ils se baignent dans la Seine, etc. Donc, ce que je voulais d'ailleurs, ce gros clan du tipi n'est pas du tout un clan de petits barbares qui, voilà, ils ont eux-mêmes, ils sont désignés un chef, ils ont leurs propres règles, ils ne chassent pas, par exemple, pendant la trêve où les animaux se reproduisent. Donc, eux-mêmes ont établi des règles où certains adultes ont établi pour eux des règles, leur ont appris des règles dont ils ne se souviennent pas forcément. Donc, on a ces 2 clans. Et évidemment, là, c'est une métaphore de dire, voilà, on a un clan civilisé, éduqué, qui a effectivement une avance technologique ou, on va dire, en termes de compréhension. Puis on a effectivement les autres ados qui, eux, ne connaissent pas le monde d'avant, donc inventent des légendes, inventent des mythes, se réinventent un autre monde. Voilà. Les deux vont se rencontrer. Alors, il y a une logique de guerre, il y a une logique effectivement d'entraide, de partage. Mais on est d'abord sur ce premier point-là. Et puis, je vais quand même un peu plus loin pour montrer les 2 grands thèmes, à mon avis, de Néo dans ce futur. C'est qu'une fois que ces 2 clans vont à peu près se réconcilier, ils vont
continuer d'explorer les alentours pour se dire est-ce qu'ils sont les seuls enfants à avoir survécu dans ce monde. Et donc, ils vont commencer notamment à remonter la Seine et ils vont découvrir qu'il y a d'autres enfants. En particulier, là, j'imagine que après le passage du nuage toxique, eh bien, les femmes qui étaient malades se sont hâtées d'accoucher et donc ont accouché d'enfants prématurés qui eux-mêmes ont été gardés par un certain nombre d'adultes qui ont survécu. Et ces enfants prématurés peuvent être un peu plus chétifs ou peuvent être d'apparence un peu moins, comment dire, par exemple, ne parlent dans une langue que les autres ne vont pas comprendre. Et donc là, ça me permet effectivement d'arriver sur ce que le monde a connu, c'est-à-dire est-ce que ces autres êtres, les prémas, sont des êtres humains à part entière ou est-ce que ce sont des êtres inférieurs qu'il faudrait éduquer au mieux ou réduire en esclavage au pire. Donc évidemment, on retrouve là des thématiques de l'histoire du monde. Il y a toute une controverse, moi, qui s'appelle la controverse de l'Orangerie quand il se retrouve à Versailles, mais qui rappelle évidemment la controverse de Valladolid, par exemple. Et puis on a l'écologie qui est très présente, puisqu'on a ces deux clans, mais on a quand même quelques rares personnages qui ne sont d'aucun clan, et en particulier des personnages qui vivent dans la forêt et qui ont du coup un rapport particulier à la nature et qui proposent assez vite une écologie radicale parce qu'évidemment la conception de la reconstruction du monde, qu'elle soit éclairée par des enfants instruits ou qu'elle soit improvisée par des enfants qui se débrouillent et trouvent des compromis comme ça avec la nature, tend tout de même évidemment au progrès, à améliorer les conditions de vie, le confort, une organisation démocratique, etc. Et face à ça, effectivement, est proposée une forme d'écologie radicale en disant que de toute façon, quoi qu'on fasse, on retombera dans une forme de destruction de la nature, que l'homme cherchera à dominer, etc. Et ça, c'était un des points intéressants aussi, je trouvais, dans Néo, parce que des personnages qui apparaissent tout à fait sympathiques au début et qui peut-être le restent jusqu'au bout, néanmoins vont s'opposer aux héros en disant vous croyez bien faire, voilà, en essayant de construire des villes, des abris, etc. Et en réalité, vous ne faites que reproduire ce qu'ont reproduit les gens avant, et que petit à petit, on va reglisser vers quelque chose qui aboutira aux mêmes destructions, puisqu'on se doute bien que le nuage toxique est né des hommes, en tout cas, voilà, est né une erreur ou une volonté technologique de détruire une partie de l'humanité. Donc voilà, et puis j'en profite pour glisser un petit truc quand même, puisque je reviens à Saint-Dié. J'avais présenté Néo, le tome 1, il y a quelques années à Saint-Dié. C'est une jolie anecdote, c'est qu'il y avait toute une série d'étudiants, enfin beaucoup de lycéens, de collégiens, un chapitre entier. Et à l'époque, j'explique mon histoire, et moi, dans Néo, dans le tome 2, il y a un adulte qui a survécu, un seul. Voilà. Qui est assez particulier, mais il a survécu. Et au départ, moi, dans mon idée, il était dans une espèce de caisson hyperbare, un peu comme dans Avatar. Et donc, du coup, c'était le seul qui n'avait pas respiré ce nuage toxique. Mais ça me plaisait moyen, cette histoire de caisson hyperbare. Bon, voilà. Et puis, il y a un des lycéens, des collégiens qui vient me faire signer à la fin, donc là, à Saint-Dié, et il me dit et monsieur, et les astronautes de l'ISS, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, je dis ah, c'est ça l'idée. Donc je ne sais pas qui c'est ce jeune, il est de Saint-Dié sans doute autour, mais grâce à lui, donc dans mon roman, effectivement, le seul adulte qui a survécu, c'est un astronaute de l'ISS qui évidemment se retrouve là-haut, et donc ils étaient plusieurs, et c'est le seul qui va survivre dans une redescente précipitée. Et donc voilà, donc je trouvais ça beaucoup plus fort et puissant et amusant d'ailleurs pour les enfants. Donc voilà, donc merci à Saint-Dié, parce que si je n'avais pas rencontré ce collégien, j'aurais peut-être pas pensé à faire survivre un astronaute qui était dans l'ISS. En fait, ça marche pas parce que même dans l'ISS, normalement, le nuage, il va jusqu'à l'ISS s'il y avait un nuage toxique. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même dans l'imaginaire. Bon, mais c'est une très belle façon de rapidement, oui, de citer, voilà, avec l'ISS qui est une belle utopie globalisée de gouvernance globale avec l'Antarctique. Ça permet de citer toutes ces fictions qui imaginent des futurs plus collaboratifs et qui, un peu comme Nouvelle Babel, réfléchissent, prennent au sérieux en tout cas cette gouvernance globale et ce futur du pouvoir qui n'est pas forcément un pouvoir dystopique et fragmenté comme Kim Stanley Robinson et tout son travail autour du ministère du futur, ou l'essai d'Irène Langlais, spécialiste de science-fiction, qui a fait un peu la liste de toutes ces fictions. Et on va terminer
Il nous reste encore une vingtaine de minutes à peine, donc si on peut prendre comme ça une ou deux questions, avoir quand même quelques échanges, mais réfléchir un peu à l'ailleurs et à ces autres mondes. Ça, c'est une image du terraforming de Mars. Le terraforming, la construction d'une autre planète habitable sur une planète à proximité de la Terre, une autre Terre. C'est un thème qui revient régulièrement, notamment dans la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Très intéressant parce que c'est une trilogie, une longue fresque où Mars est terraformé avec le nucléaire. Et donc c'est l'utilisation de bombes nucléaires qui vont permettre de rendre Mars habitable. Et à partir de là, s'affrontent plusieurs systèmes politiques, d'un système hyper privatisé, dominé par des grandes corporations sur Terre, qui vont venir coloniser Mars, qui va finir par prendre son indépendance, et une autre gouvernance globale va se mettre en place. Et là encore, c'est une centaine de personnes qui vont fonder ce monde nouveau. Alors, la question d'une autre Terre ou d'un monde analogique, disons, permet aussi de réfléchir en fait à la question de l'habitabilité, qui est donc une des thématiques. Alors effectivement, dans le livre donc, qui s'appelle « Comment habiter notre planète », il y a un effet de paradoxe, puisqu'effectivement, dans Avatar, on ne voit pas la planète Terre, on ne voit qu'une autre planète qui est Pandora. Alors j'explique en quel sens on peut dire que c'est aussi notre planète, parce qu'évidemment, ce qui se passe sur Pandora, déjà en un premier sens, c'est l'extension de ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire une exploitation des ressources sans limite, qui conduit à ce que je désigne dans l'ouvrage non pas une terraformation, mais une terradéformation. Et donc, en fait, les humains, dans leur hubris et dans leur excès de technologie, en fait, on arrive dans le film à détruire la planète. Donc, c'est notre planète parce que c'est l'extension et parce qu'aussi c'est une planète qui est un état précédent à la période de la modernité sur Terre. Et donc, il y a cet effet de miroir, cet effet d'analogie. Et une des propositions du livre, d'une façon comme ça, à la forme d'un essai, c'est d'essayer de voir que la notion d'habiter et la notion d'habitabilité renvoie à la fois à la notion d'astrophysique, puisqu'on désigne avec la zone d'habitabilité, désigne le fait que certaines planètes sont ni trop proches ni trop lointaines de leur étoile, et qu'il y aurait peut-être les conditions de vie similaires à ce qu'on a sur Terre. L'habitabilité, ça peut être aussi la façon de construire les architectures. Et puis ça renvoie aussi en écologie, avec l'idée d'habitat, le fait que chaque forme vivante dans un environnement a son propre habitat. Et d'une certaine façon, on regarde dans Avatar, on peut voir qu'il y a les navis sur la planète Pandora ont réussi à trouver un mode d'habiter qui est connecté à l'habitabilité de leur planète, parce qu'ils tirent le profit ou le bénéfice du soleil, de la température, et ils s'installent dans une forme de continuité avec l'environnement, sans que ça implique l'établissement de frontières qui sont imposées aux autres habitats. Et donc, il y a une forme de coexistence, de cohabitation avec d'autres espèces vivantes. Et donc, voilà, c'est cette manière d'habiter notre planète. Alors, une autre planète, c'est aussi une façon de penser différents projets d'habitation, d'architecture et d'urbanisme que les humains ont exploré, peuvent toujours aussi continuer à explorer pour le futur. Et dans le fond, c'est aussi cette idée l'articulation entre une autre planète et notre planète, c'est aussi faire appel à cette puissance de l'imagination que Martine a mentionnée, le fait d'imaginer des futurs autres, différentes possibilités, dans l'art, dans le jeu, dans la fiction, est une façon en fait d'exercer un pouvoir sur le réel c'est constitutif de l'humanité. Les humains ne se contentent pas d'agir, ils ont aussi le pouvoir d'explorer en fait un monde de possibles. Et je crois qu'effectivement aujourd'hui on en a eu beaucoup d'exemples. Absolument. Et donc peut-être Michel, la conclusion avec ce pouvoir de l'imagination, ce pouvoir du récit, qui peut aussi être un pouvoir de réparation, qui est un pouvoir que tu exerces dans ton dernier ouvrage.
Oui, parce qu'il y a la science-fiction au sens d'inventer des mondes futurs imaginaires du type autre planète ou reconstruction du monde après une destruction. Et puis il y a simplement le prolongement de notre monde actuel. euh, et donc, comment dire, moi, le roman que j'ai écrit aujourd'hui, c'est Les Ombres du Monde, hein, qui parle du génocide des Tutsis au Rwanda, donc en 94. Donc on n'est pas du tout dans la science-fiction. Mais curieusement, dans ce récit très réel, qui s'appuie vraiment sur des faits historiques et des personnages historiques dont beaucoup sont encore vivants aujourd'hui, j'ai eu besoin de le terminer. Alors je révèle pas, je spoil pas mon roman, hein, mais j'ai quand même eu besoin de le terminer, non pas aujourd'hui, mais de le terminer en 2044, c'est-à-dire 50 ans après le génocide. Et ça ne révèle rien du roman en lui-même, de cette fiction de mes personnages, mais j'ai eu envie d'imaginer que ce jour-là, voilà, le futur président français, donc en 2044, serait à Kigali et pour la première fois présenterait les excuses de la France au peuple rwandais pour ce que la France, pour la responsabilité à minima de la France dans ce génocide. Et voilà, et donc un peu comme effectivement Jacques Chirac a présenté ses excuses sur la rafle du Veldiv, etc. Et mon héroïne dans ce roman, elle s'appelle Espérance, ce qui est un vrai prénom rwandais que beaucoup de Rwandais portent. Et donc, j'ai tenu à ce que mon héroïne porte ce prénom. Et évidemment, Espérance, c'est aussi le dernier mot de mon roman. Et donc, on peut parler de phénomènes parmi les plus effroyables que l'humanité a connus, comme ce génocide des Tutsis. Et quand même, écrire des fictions pour que la trajectoire soit celle quand même de l'espérance. Je dis même un peu à la fin que si on a écrit des livres, si on a peint des tableaux, si on a écrit des pièces de théâtre, des poèmes, même des essais politiques, tout ça, ça ne peut être que pour, génération après génération, former des meilleures versions de nous-mêmes, des versions améliorées de nous-mêmes, des versions plus empathiques, des versions plus sensibles, des versions plus imaginatives. Et ça, en tant qu'optimiste, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que je pense que ces œuvres de science-fiction, en tout cas d'imaginaire, servent à nous nourrir de quelque chose qui, même si voilà, c'est pas toujours ce qu'on voit quand on a un petit peu la tête dans l'actualité, mais quand même voilà, ces versions améliorées de nous-mêmes. Et donc, voilà, si on peut écrire sur quelque chose d'assez effroyable, ou on peut écrire sur des, des, des dystopies ou des apocalypses, et que ce soit finalement pour nous faire réfléchir à cette meilleure version de nous-mêmes ou la meilleure version que les générations futures auront. Voilà, donc en tout cas, c'était comme ça que j'avais essayé de construire mon roman. Michel, Péric, merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions. On les prend ensemble avant de libérer l'espace. Ah, alors, rapidement, oui. Je peux commencer parce Oui, que oui, voilà, vas-y. c'est non, je pense vraiment que les auteurs de science-fiction ont une conscience très précise du message politique qu'ils veulent porter. Et même d'ailleurs, souvent, ils sont assez déçus qu'on ne retienne de leur œuvre que l'histoire d'amour, que l'histoire de guerre dans Avatar, enfin, tout ce qu'il faut mettre dans un ingrédient dans un roman pour que les gens aient envie de le lire, de trembler, de rêver. Et ils aimeraient effectivement qu'on parle davantage souvent du fond. Et heureusement qu'il y a des chercheurs, que ce soit anthropologues ou d'autres disciplines, pour rappeler que finalement tout ça est pensé. Enfin, je crois que voilà, si on va vers la science-fiction, c'est parce qu'on a des convictions profondes et que c'est ce qui permet de les exprimer. Oui, alors je réponds d'une façon un peu décalée à votre question en soulignant que, de mon point de vue, une enquête ethnographique et un scénario de film ont beaucoup en commun. Qu'est-ce qu'on fait dans une enquête ethnographique? À un moment, on doit rédiger, donc on doit décrire,
des lieux, des personnes, des interactions. Et aussi, on doit pouvoir comprendre des règles qui organisent ces interactions. Et il faut, pour bien le faire, que l'ethnographie doit être, la description, elle doit être précise, elle ne doit pas être infinie, elle ne doit pas tout dire, tout ce qu'on a vu, mais elle doit trouver les points essentiels. Et de la même façon, un bon scénario, il doit être coupé vraiment au cordeau pour indiquer qui fait quoi et permettre de comprendre les règles, les intentions des personnes. Donc pour moi, en fait, on ne part pas du même point de vue, mais il y a quelque chose en commun qui est de trouver les éléments essentiels pour comprendre une dynamique sociale. Et ce sera le mot de la fin. Oui, enfin, on avait... Oui, parce que voilà, comme je vous voyais, j'étais pas certaine. Donc, on oui, peut encore très bien. quelques questions. Alors voilà, si c'est possible, alors nous prenons encore une question. Ou une remarque, un commentaire. Ou alors on libère la salle. Et merci encore alors, aux intervenants.